Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mon invité, vos chansons ont souvent été des aspirations au voyage, de Saint-Germain-des-Prés aux îles lointaines. Vous nous avez ainsi transmis vos rêves. Vous continuez dans ce sens avec un album dont l'idée remonte à 55 ans exactement. Bonjour Nicolas Perrac. Bonjour Jacques Pessis. Alors on vous retrouve avec cet album qu'on va, d'ici et d'ailleurs, qu'on va évoquer tout à l'heure dans cette émission. Le principe des clés d'une vie, vous êtes déjà venu il y a très longtemps, c'est d'évoquer votre carrière à travers des dates clés, ce que nous allons faire aujourd'hui, avec bien sûr ces anciennes chansons et ces nouvelles chansons. D'accord. Alors la première date que j'ai trouvée, c'est le 25 novembre 73, c'est votre première télé, mais hors antenne, car dans Dimanche Salvador, il y a cette chanson. Tant qu'il y aura des chevaux, des arbres, des oiseaux. C'est la première fois que Marie Laforêt, qui est l'invitée d'honneur de Dimanche Salvador, chante Tant qu'il y aura des chevaux, qui est une des premières chansons qui a été enregistrée. C'est la première chanson qui a été enregistrée. Et d'ailleurs, quand Monique Lemarcy, qui à l'époque dirigeait les RTL, a présenté la chanson, parce qu'elle présentait le dimanche les nouveautés, elle a dit une chanson écrite par un étudiant en médecine, Jean-Jacques Tazarthez. Elle n'a même pas dit Nicolas Perrac. Et d'ailleurs, cette chanson, au départ, vous deviez la chanter. Je l'avais écrite pour moi quand j'étais à Abidjan. J'avais écrit 350 chansons en 2 ans, je crois, d'Abidjan. Et parmi ces chansons que j'ai présentées un jour aux frères de Michel Legrand, Patrick Legrand, il y avait Tant qu'il y aura des chevaux. Et il s'est dit, ça serait sympa de la faire en duo avec Philippe Nicot, qui était comédien. Et Philippe Nicot, quand on a été chez lui, il a pensé tout de suite à Marie Laforêt. Et quand Marie Laforêt a entendu la chanson, elle a dit, Philippe Nicot, je veux pas faire de duo, je la chante toute seule. Voilà. Philippe Nicot, qui a été le premier inspecteur de la télévision. Exactement. Avec l'inspecteur Leclerc. Absolument. Dans les années 60. Absolument. Et c'est vrai que Marie Laforêt, au départ, elle avait enregistré un disque comme d'autres comédiennes, et ça a tellement marché qu'elle a fait vraiment elle a fait un carton avec Viens, avec plein de chansons. Elle avait un vrai talent de chanteuse, quoi. Alors, vous n'êtes pas encore Nicolas Perrac, et je crois que votre prénom, c'était le prénom dont vous rêviez, mais le nom de famille, c'est Perrac, c'est par rapport aux hommes de bonne volonté de Jules Romain. Non, c'est par rapport aux hommes en blanc d'André Soubiran. Carrément. Ouais. Parce que partout on voit les hommes de bonne volonté, mais c'est parce que André Soubiran était un grand médecin qui a écrit les hommes en blanc. Et donc je pense que dans les hommes en blanc il y avait un personnage qui s'appelait Ounérac, pas Perrac Nérac. Et je pense que je me suis renseigné à la SACEM pour voir si le pseudonyme était libre. Il n'était pas. Et donc j'ai pris le truc le plus près, c'était Perrac. Et il se trouve que c'était un village entre Montauban et Cahors sur la route qui descend vers le sud. Et après je me suis aperçu que c'était un endroit qu'adorait Léo Ferré. Et pourquoi avoir pris un pseudo ? Parce que Jean-Jacques Tazarthez, c'est pas facile à dire entre la poire et le fromage, genre So Far Away from LA de Jean-Jacques Tazarthez. Je sentais pas trop, quoi. Et au départ, vous écrivez des chansons pour les autres, et il y a une chanson pour Gérard Lenormand qui est née à Antibes, je crois, dans un hôtel. C'est-à-dire qu'elle n'est pas née à Antibes, je l'avais écrite un petit peu avant, et je vais présenter à Antibes. Je vais chanter dans le bar de l'hôtel Provençal à Antibes, où il y avait une convention CBS, parce que je l'ai joué à Claude Dejac, qui était mon directeur artistique, et il était à la convention CBS aussi, et il m'a dit, mais attends, c'est une chanson pour le Normand, ça. J'ai dit, mais le Normand, comment je lui fais écouter? Il me fait, oh, mais attends, il est là, il est au bar. Donc il est allé chercher le Normand, on s'est installé dans un coin au fond du bar, j'avais ma guitare, je lui ai chanté la chanson, et là le Normand, au lieu de me dire qu'il prenait la chanson, il m'a dit, tu viens à l'Olympia avec moi 3 semaines, et je me suis retrouvé à l'Olympia à l'accompagner, et il chantait la chanson à l'Olympia, et c'est comme ça que, voilà. Alors, il se trouve aussi, on en revient à la médecine d'André Soubiran, qu'effectivement, je comprends pourquoi vous avez choisi André Soubiran, car votre famille et ce sont des médecins. Ils sont tous médecins, enfin ils étaient tous médecins. Ma mère était d'abord ingénieure, reçue partout, y compris à Centrale, etc. Et voilà. Et puis après, une fois qu'elle a divorcé, elle a décidé de faire médecine. Et quand elle a disparu, elle était chef de service de physiologie. Et mon père, après avoir été accepté chez Gallimard en première lecture et avoir refusé, parce qu'il fallait faire manger ma maman et moi, il est devenu médecin de campagne. Et voilà, mon frère était médecin, il vient de prendre sa retraite. J'ai un oncle qui était chirurgien. Je veux dire, la médecine dans la famille, c'est un truc, qui date pas d'hier. Mais vous avez d'ailleurs fait des études de médecine. Moi, j'ai fait 6 ans. Moi. Mais avec l'intention de ne pas le faire, quoi.
Est-ce que de toute façon j'avais l'écriture dans la tête et il n'était pas question que ça sorte de ma tête. Donc j'ai fait médecine parce que ma mère elle rêvait de me voir en docteur Schweitzer à Lambaréné, mais je savais très bien que si l'occasion se présentait, je la saisirais à bras-le-corps. Donc c'est vrai qu'il a fallu attendre que je sois en 6e année pour que l'occasion se présente. Mais encore un an, j'avais le droit j'étais James Bond 007, c'est-à-dire j'avais le droit de tuer, quoi. Il se trouve aussi que vos études, vous avez faites entre Paris et Abidjan, parce que vous avez suivi votre mère avant de revenir finir vos études à Paris, Nicolas Perrac. J'ai suivi ma mère, qui a été nommée chef de service au CHU de Cocody, parce que j'ai arrêté ma première année de médecine en plein milieu. Donc je me suis dit, si elle part, j'ai qu'à partir avec elle et refaire première année de médecine à Abidjan, et tant qu'à faire, je ferai 2e année de médecine à Abidjan. Donc j'ai refait première année et deuxième année au CHU de Cocody en Côte d'Ivoire. Et vous aviez aussi une autre envie, c'est de devenir photographe et correspondant de guerre. Je voulais rentrer chez Gamma, ouais. Je voulais rentrer chez Gamma parce que j'étais marqué, très 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 marqué par les photos de Gilles Caron. Qui s'est fait remarquer par des photos incroyables en mai 68 au Biafra, en Irlande du Nord, etc., et qui a été tué au Cambodge en 70. Et je trouvais que les photos de Gilles Caron, qui a fondé donc l'agence Gamma, qui était qui est devenue la plus grande agence de photoreporters du monde à une époque. Voilà, je voulais suivre ce parcours-là, mais en même temps, est-ce que j'aurais eu le talent et surtout l'audace de risquer ma vie comme ils le faisaient eux? Je ne suis pas certain. Oui, d'ailleurs, je crois que vos photos se sont limitées à des pochettes de disques. Oui, c'est vrai que j'ai fait un jour, je suis rentré dans le bureau de Jacques Poisson qui s'occupait de Gilbert Bécaud, et je lui ai dit mais elles sont moches ces photos, pourquoi vous prenez ça pour faire la pochette? Il m'a regardé, il m'a dit mais tu te prends pour qui, toi, de dire des trucs pareils? J'ai dit je me prends pour rien, je trouve que les photos sont pas bien. Il dit ah bon, très bien, écoute, si tu peux faire mieux, rendez-vous ce soir à l'Olympia. Donc il m'a amené à l'Olympia, m'a présenté à Bécaud, qui a viré tous les autres photographes de l'Olympia, qui a dit ce soir c'est lui qui fait les photos. Et je me suis retrouvé dans la coulisse de gauche avec sa maman qui lui faisait chauffer du rhum pour des grogs sur un petit but à gaz. Et j'ai fait plein de photos de Gilbert Bécaud. Et c'est vrai que ça a été les débuts. J'ai pas fait de pochette avec lui, mais après j'ai fait une pochette pour Alice Donat, j'ai fait une pochette pour Hervé Villard, j'ai fait une pochette pour les Troubadours. C'était ma façon de rentrer dans le métier de la musique en ayant l'air de pas y toucher. Je rentrais d'une autre façon qu'avec la musique. Et vous avez passé une première audition devant Claude Michel Schoenberg, qui a ensuite composé entre autres les Misérables, et ensuite ça a été le premier disque seulement. J'ai participé à ces auditions. Ils faisaient les auditions. Les maisons de disques à l'époque, c'était le jeudi, je crois. Et au bout de j'en sais rien, un demi-couplet, Claude Michel Schoenberg m'arrête et me dit c'est pas la peine de continuer, vous revenez tel jour. Ah bon? Donc je reviens tel jour, et le fameux tel jour, je lui fais la chanson en entier, et là à la fin il me dit je vous signe pas maintenant, mais à un moment donné vous allez faire une grande carrière. Texto. Ouais. Alors, il y a eu 2 premiers disques. Il y a eu le premier qui s'appelait La Bible, dont on ne trouve même pas la trace sur Internet. En revanche, le second est toujours sur Internet. Je t'attends, un peu comme un enfant, même si je ne crois plus au Père Noël. Entre l'ombre et la lumière. Vous en avez vendu quelques exemplaires à votre famille? À ma famille, je ne les ai pas vendus, je les ai donnés. Ça n'a pas marché du tout. Ah non, ça n'a pas marché du tout, à tel point que Pathé Marconi devait me rendre le contrat, et que sans l'oreille avertie, je dirais, de Philippe Constantin, qui était le directeur des éditions Pathé Marconi, j'aurais jamais fait d'album, parce que lui a dit à Pathé Marconi, je vais prendre un budget sur l'argent des éditions Pathé Marconi, et je vais faire un album à ce mec, parce qu'il ne faut pas lui faire des 45 tours, il faut lui faire un album. Donc il
qui m'a présenté Claude Dejac, qui était directeur artistique très très connu, qui s'était occupé aussi bien de Boris Vian que de Michel Legrand, que de Juliette Gréco, que plein de gens. Et avec Claude Dejac et Jean Musy, on a fait un premier album sur lequel il y avait So Far Away From LA. Mais on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Mais il se trouve que autant votre père croyait en votre vie dans la chanson, autant votre mère était absolument contre. Je crois qu'il y a eu une scène au Théâtre de la Ville un jour où ils se sont engueulés à votre propos. Ils sont pas engueulés, ils sont allés voir mon concert au Théâtre de la Ville à la première. Et c'est vrai que ma mère et mon père s'étaient pas vus depuis je sais pas combien d'années. Et arrivés dans le hall, ils se croisent tous les deux, ils se parlent évidemment, ils disent bonjour, etc. Et elle voit les gens sortir et elle regarde mon père et elle lui dit mais c'est pour voir mon fils qui sont tous venus. Et voilà. Et elle a fait une réflexion pendant le concert. Elle était assise à côté d'un ami à moi. Et la seule chose qu'elle ait dite à mon ami, c'est il doit avoir mal aux pieds avec ses chaussures pointues. C'est des réflexions de mère. Ça. Voilà. Mais finalement, elle a compris que vous aviez du talent. Je sais pas, je pense qu'elle a compris qu'il se passait quelque chose le jour où le doyen de la faculté de médecine d'Abidjan, et qui était donc médecin, est venu la voir avec un article du journal Le Point dans lequel on faisait une critique plutôt élogieuse de mon premier album. Et là, elle s'est dit, finalement, il n'est pas en train de sombrer ou dans la drogue, ou dans l'alcool, ou dans les travers du show business. C'est quelqu'un qui a peut-être... voilà. Donc, je pense que parce qu'un médecin lui disait que, elle a commencé à me prendre un peu au sérieux, quoi. Elle n'a pas été la seule, on va l'évoquer à travers une autre date, le 6 février 1976. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Perrac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, mon invité Nicolas Perrac, avec ce nouvel album d'ici et d'ailleurs qu'on va évoquer tout à l'heure, un album pour vos 50 ans de carrière. On revient dans le passé avec la date du 6 février 1976. Ce soir-là, vous êtes à Orléans et vous recevez en compagnie de Serge Lama votre premier disque d'or, j'ai les images, pour cette chanson. Roi Tyrannée, c'est l'affaire qui court. L'oncle Adolphe s'était déjà flingué, son Eva l'avait accompagné. Des fois qu'il aurait voulu draguer, qui sait si là-haut il... C'est vrai que mon père vous a rapporté un disque d'or. Curieusement, vous l'avez reçu en tournée à Orléans avec Serge Lama. Oui, mais c'était incroyable ce qui s'est passé avec cette chanson, parce que moi je pensais pas une seule seconde que ça allait fonctionner, quoi, que ça allait intéresser les gens, etc. Je l'avais écrite pendant un cours sur la maladie d'Addison. J'avais fait la musique en remontant le boulevard de l'Hôpital. Je chantonnais comme ça dans ma tête et j'ai mis ça sur une cassette. J'ai dit peut-être que ça va servir. Je me souviens même d'avoir dit à Eddie Marouani, qui était mon impresario, de toute façon ça marchera jamais, etc., etc. Et à un moment donné, en décembre 75, on en vendait 25 000 par jour. Mais donc, comment ça s'explique ? Je sais pas. Je sais pas, c'est une rencontre magique entre les gens, entre les médias et puis un titre, quoi, qui plaît ou qui raconte des choses qui touchent les gens. Je veux dire, la magie d'une chanson, c'est comme la magie d'une histoire d'amour. On peut pas l'expliquer. Si on commence à essayer de décortiquer, on n'en sort pas. Alors, en même temps, il y a un hommage à Juliette Gréco. Certains ont dit que c'était une critique, alors que c'était un hommage à Gréco que vous adoriez. C'était totalement un hommage. Je veux dire, c'était même Aragon, c'était un hommage. Le fait qu'Aragon soit habillé comme il était habillé, etc., et que ça me donne envie d'écrire « Il n'était pas un minet » ou de dire Juliette avait encore son nez. Évidemment que c'était des gens que j'admirais profondément. Et Juliette Gréco, depuis longtemps et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours admiré cette femme. Oui. Elle avait cette robe noire qu'elle appelait son armure, justement. Je me souviens de l'avoir vue au Châtelet il y a quelques années. Elle faisait un concert, oui, il y a 15 ans. C'était formidable, formidable. Alors, et mon père, c'est aussi un clin d'œil à votre père, parce que votre père, finalement, aurait pu être un grand écrivain. Mon père, c'était son rêve d'être écrivain. Il avait été accepté chez Gallimard, il n'avait pas signé, il l'a regretté toute sa vie. Il a écrit plein de bouquins, des pièces de théâtre, et c'est vrai que la médecine, même s'il était excellent médecin de campagne, je pense que c'était quelque chose qu'il avait
en parallèle vraiment avec l'écriture. L'écriture, je pense qu'à la fin de sa vie, l'écriture, elle était beaucoup plus importante que toute la médecine qu'il avait pu pratiquer avant, quoi. Voilà. Et il y a un autre médecin de campagne aussi, dont le fils est un chanteur, c'est Michel Fugain, puisque Pierre, son père, a été médecin de campagne à Vorep, juste au-dessus de Grenoble, pendant des années. Il y a d'ailleurs une place à son nom aujourd'hui à Grenoble. Ouais, je savais pas, mais c'est vrai que Michel, je le connais très bien, je l'ai vu en Corse encore cet été. Je savais que son père était médecin, mais je savais pas qu'il y avait une place à son nom, non. Alors il se trouve aussi que votre père vous a poussé un jour à aller à la télévision et vous avez frappé à la mauvaise porte, à la porte de cette émission. De l'exploit de Raymond Marcillac et Jacques Godet, directeur du Tour de France, la seule émission de télévision, et vous frappez à la porte de... J'ai frappé et celui qui m'a reçu, c'est Jean-Michel Lelio, qui était animateur, et je lui ai dit je viens, voilà, je cherche où est-ce qu'il faut aller pour faire Télé Dimanche, quoi. Je voulais passer au jeu de la chance qui était un télécrochet de Télé Dimanche, l'émission du dimanche après-midi. Et Lelio, il a rigolé, quoi. Il m'a dit mais pourquoi vous arrivez là? Je dis écoutez, je sais pas, voilà, je me suis dit rue Cognac-Jet, et donc je suis rentré dans le premier bureau que j'ai vu, et il a été super gentil, il a pris un téléphone et il s'est renseigné et il m'a envoyé où il fallait aller pour éventuellement passer au jeu de la chance, ce que j'ai fait, et je suis passé au jeu de la chance quelques semaines plus tard. Voilà. Vous n'avez pas gagné d'ailleurs. Ah, pas du tout, non, c'est Lucas Gouégon avec une chanson qui s'appelait Le Navire qui a gagné, oui. En même temps, bon, vous avez fait d'autres choses depuis. Vous vous souvenez qui était l'invité principal de cette émission? L'invité principal, je crois que c'était Nicoletta. Non, oui. c'est Maurice Chevalier. J'ai revu les archives, c'était l'émission à Marne-la-Coquette. Ah, d'accord. Pour les 80 ans de Maurice Chevalier qui s'apprêtait à faire ses adieux à la scène. D'accord. Voilà, Bon. Alors, il se trouve que vous êtes rattrapé ensuite, effectivement, avec cette chanson qui a été vraiment le tournant, le premier tournant de votre carrière. Sur Alcatraz traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caril Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? Comment est née cette chanson, So Far Away For Long? Après un voyage en Australie, en fait, je suis allé avec ma mère et ma grand-mère en Australie parce que une des filles de ma grand-mère était à Sydney, et on s'est arrêté à Los Angeles à l'aller, on s'est arrêté à Los Angeles au retour, et j'avais vécu un an à New York de 62 à 63, et là on était en 71. Et j'ai eu un coup de foudre, quoi, absolu pour la Californie, pour ça. Et quand je me suis retrouvé à Saint-Brice plus tard pour passer des vacances ou un week-end, je sais plus, j'ai eu envie de faire cette chanson et j'ai mis un an à trouver le refrain parce que j'arrivais pas. C'était des impressions, cette chanson, c'était comme une suite de photos. Et je me suis dit la seule façon de faire la chanson, c'est de faire un refrain en anglais, quoi. Donc, mais ça a pris un an, là. De trouver le refrain, ça a pris un an. Et ensuite, vous l'avez présenté à Philippe Constantin. Et le déclic s'est produit? C'est-à-dire que je l'ai présenté dans une bande où il y avait 12 ou 15 chansons, je sais plus, ou 24. Et immédiatement, Constantin s'est dit, c'est là qu'il a dit à Pathé, mais vous n'allez pas lui rendre son contrat, il faut qu'il fasse un album. Et donc, Jean Musy et Claude Dejac ont décidé que So Far Away ferait partie des 11 ou 12 chansons de l'album, et moi j'attendais absolument pas qu'il se passe quoi que ce soit avec So Far Away from LA. Là, c'était une surprise absolue. Et je crois que vous l'avez entendu pour la première fois un soir à la radio. J'ai entendu un soir à la radio, je me souviens même de ce que j'ai dit avant à la personne qui m'accompagnait. J'ai allumé, c'était une station concurrente, désolé, c'était Europe 1, et j'ai dit si je m'entends à la radio, ouais, je vais rentrer dans les ordres, texto. Ouais, hein. ouais. Et j'avais pas fini la phrase qu'il y avait les premiers pickings de So Far Away qui commençaient. Et alors? Je me suis trouvé con, quoi. Je veux dire, je suis pas rentré dans les ordres déjà et d'une. Et c'est vrai qu'après. C'est grâce au programmateur d'Europe 1 que la chanson, elle a commencé à passer tous les soirs, et puis elle a commencé à passer l'après-midi. Certains se trompaient en présentant le titre, puisque j'ai même entendu So Far Away from le lait. J'ai entendu des trucs très très bizarres au sujet de cette chanson. Ils savaient pas comment la prendre. Mais c'est grâce à cette radio que ça a commencé. Ouais. C'est Claude Brunet, je crois, qui était le programmateur. C'est Claude Brunet, oui. Et il se trouve que ça a changé votre vie du jour au lendemain.
Du jour au lendemain, je sais pas, on va dire du jour au surlendemain, quoi. C'est-à-dire que le temps que je sois, parce que j'étais quand même externe à la Pitié-Salpêtrière, donc il fallait quand même que je sois dans le service tous les matins, service de médecine générale, donc voilà. Et ça a changé ma vie parce que c'est vrai que je faisais la visite le matin avec tout le monde et je m'entendais à la radio sur les transistors des patients, ça faisait quand même désordre. Donc à un moment donné, j'ai demandé au chef de service s'il fallait que si je pouvais prendre certaines distances par rapport au planning, et il m'a répondu que si je faisais ça, il faudrait que je refasse 1 an de stage, mais non rémunéré. Comme j'étais quand même payé 340 francs par mois, ce qui était royal, c'est là que je pense que j'ai décidé d'arrêter parce que en plus, Eddie Marouani, l'impresario de la MAM, m'avait proposé de partir avec Serge, quoi. Oui, et en même temps, est-ce que les patients et les médecins savaient que Nicolas Perrac, le médecin, était le chanteur? Pas du tout. Pas du tout. C'est le chef de service l'a su parce que je lui ai dit, mais sinon personne ne le savait, quoi. Alors, vous avez eu du succès, mais vous êtes toujours, et c'est une de vos caractéristiques, Nicolas Perrac, resté lucide par rapport à ce monde-là. Ouais, je parlais avec quelqu'un de Match l'autre jour qui me disait que je suis un résistant, quoi. Mais j'ai dit résistant à quoi? Il me dit mais vous avez jamais dévié, quoi. Mais non, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de rester soi-même, quoi. Donc j'ai jamais été attiré par l'argent, j'ai jamais été attiré par la gloire. Je crois qu'il y a une vraie erreur dès le départ. C'est-à-dire au départ, je veux écrire. Donc je deviens connu, c'est vrai. Mais je sors en même temps qu'un certain nombre de gens qui n'écrivent pas. Et on a tendance à me mettre dans le même panier que tout ça. Et c'est vrai que j'ai souffert de ça et je me rends compte aujourd'hui que c'était vraiment l'écriture qui était la chose qui me portait, mais qu'elle soit littéraire, musicale ou photographique. Voilà, mais vous avez quand même continué. Il y a une autre date importante dans votre carrière, le 5 juin 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Perrac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Perrac. Ce nouvel album événement d'ici et d'ailleurs, on en parle dans quelques instants. On a parlé de vos débuts, difficiles. Après, il y a eu ces chansons qui ont marché. Et puis, le 5 juin 2009, c'est le retour, car vous donnez un concert, je crois, à l'Alhambra pour la sortie d'un album, Case Départ, où il y a cette chanson. Poser mes sacs un peu partout pour savoir si l'air était plus pur, les souvenirs moins noirs. Ma vie est ici. L'album s'appelait Case Départ. Je dirais que c'est Case Nouveau Départ parce que ça a été vraiment votre retour, Nicolas Perrac. Oui, je pense que ça a été mon retour et ça a été aussi la découverte pour moi que la personne que j'étais était vraiment basée sur l'écriture et sur l'acoustique, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que je fasse des concerts différents de ceux que j'avais pu faire pendant un certain temps. Et je crois que c'est suite à cet album quasiment acoustique que j'ai commencé à faire des acoustiques improvisées il y a maintenant 9 ans ou 10 ans. Mais le détonateur, le déclencheur, ça a été l'album Case Départ, parce que je me suis rendu compte que finalement, s'il y a quelqu'un d'une maison de disques qui avait dit pour moi, Perrac, c'est une guitare et une voix. Voilà, parce que il disait on n'en a rien à foutre des arrangements, etc. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, ce qui date une chanson, c'est les arrangements et le son de l'époque. Si on est tout seul avec une guitare ou un piano, si la chanson est bien, elle est bien, quoi. Alors, il se trouve aussi que ce Case Départ, c'est un retour aux sources avec la Bretagne que vous évoquez longuement. Oui, c'est un retour malheureusement, après la disparition de mon père, on s'est posé la question avec ma fiancée de savoir si on restait à Montréal ou si on revenait. Et je me voyais pas passer devant la maison de mon enfance et me dire c'est monsieur untel qui habite là, en allant voir mon frère qui habitait à 500 mètres. Et donc, on est rentré, on a fait en sorte de passer 1 an d'essai à Vincennes chez les parents de Pascal, et puis pendant ce temps-là on a acheté la maison et
Et on a essayé de voir si vraiment on s'y sentirait chez nous. Et oui, on s'est senti chez nous. Mais je voulais pas en faire un musée ou un mausolée. Je veux dire, il fallait pas que ça soit un hymne à mon père ou quoi que ce soit. Donc Pascal l'a arrangé pour que ce soit vraiment une maison qui nous ressemble. Et Dieu sait si je regrette pas, quoi. Qu'est-ce que je suis content d'être rentré chez moi. Voilà, exactement. Ah oui. Alors, je sais que vous êtes parti à Montréal un jour avec, je crois, 23 sacs. 23 sacs. 23 petits cadenas qu'elle avait numérotés sur les sacs. Ouais. Et pourquoi êtes-vous parti à Montréal? Parce que j'en avais marre, quoi. J'en avais marre des soucis de la vie suite à mon divorce qui a dû s'étaler sur 20 ans, quoi. Donc je n'avais que des soucis avec ça. Je trouvais Paris triste, les gens tristes. Et puis comme j'étais près des États-Unis en étant à Montréal, je me suis dit, comme j'ai les amis Bruce Gage à Los Angeles, que j'ai mon éditeur, un certain éditeur Jean Valiquette à Montréal, ça serait pas mal d'aller voir là-bas ce qui se passe. Donc ouais, j'ai collé ma vie dans 23 sacs en toile et je suis parti. Mais bon, je pensais jamais que ça allait durer 15 ans. Oui, hein. c'était pour un an. Non, c'était ça. Oui, c'est ça. C'était un essai. Pascal m'a rejoint 8 mois plus tard et voilà, et on s'est installé là-bas. Et c'est vrai que grâce à ça, on a pu adopter Sarah, on a pu faire beaucoup de choses. Donc je regrette absolument pas, quoi. Vous avez beaucoup chanté au Québec parce que d'abord les chanteurs français sont très connus au Québec. Depuis Aznavour, Trenet, Piaf et même Félix Leclerc qui est venu en France, le Québec et la France se sont alliés en chanson. Oui, c'était un endroit où je me sentais bien parce que le Québec, c'est quand même un des rares endroits en Amérique du Nord où on défend bec et ongle la langue française, parce qu'on est quand même à Montréal, il y a des quartiers qui sont absolument anglophones, quoi. Donc ils se défendent parce qu'ils sont cernés par l'anglais. Donc c'est vrai que je me disais oui, ils ont envie de défendre le français. En plus c'est vrai que mes disques marchaient plutôt pas mal. Donc voilà, c'était une bonne décision de faire ça, même si après j'en suis un peu revenu au niveau de ce que pensent les Québécois par rapport aux Français, hein. Donc oui, c'est autre chose. Alors, en même temps, je me souviens de La langue de chez nous d'Yves Duteil, qui est devenue là-bas un classique comme la Marseillaise. Oui, mais en même temps, les Québécois nous ont fait des chansons formidables. Je veux dire, Ordinaire de Charles Bois, ou les chansons de Ferland, ou des chansons de Vigneault. C'est vraiment des chansons magnifiques, quoi. Et vous avez aussi beaucoup voyagé dans les îles lointaines, Nicolas Perrac. Les îles lointaines, j'ai été un peu partout, sauf vraiment du côté de l'Asie, à part la Chine. Mais on a été chercher Sarah en Chine, mais j'ai été aux Maldives, l'île Maurice. J'aime bien moi le côté Tahiti. J'aime bien le côté lagon avec une eau turquoise dans laquelle on peut se plonger parce que elle fait 33 degrés, quoi. Ça me change de la Bretagne où à Belle-Île l'eau est à 16. À propos d'eau, vous avez fait une expérience incroyable un jour, Nicolas Perrac. Vous êtes monté à bord d'un Canadair. J'ai fait, oui, c'est vrai. Je faisais un concert dans le sud de la France et il y avait le feu. En sortant du concert, j'ai demandé à ceux qui conduisaient, à ceux qui étaient avec moi dans la voiture, si on pouvait passer pas loin du poste de commandement du feu, et je leur ai demandé d'où partaient les Canadair. Ils m'ont expliqué qu'ils partaient de la base de Marseille. Et le lendemain, je suis allé à midi. Exactement, à l'heure du déjeuner, à la base des Canadair de Marseille, j'ai vu un mec à qui j'ai demandé si je pouvais embarquer sur un Canadair pour faire des photos. Il m'a dit, mais il vous faut une autorisation du ministère de l'Intérieur. Comme ils sont tous en train de manger, je vais vous la faire, l'autorisation. Donc il m'a fait l'autorisation et je suis parti à bord d'un Canadair, sans siège, sans rien, avec juste mon icône et un 20 mm pour faire 8 écopages et 9 largages au-dessus d'un endroit qui s'appelait... je sais plus, à côté de l'étang de Berre, et c'était un truc de fou, quoi, parce que quand un Canadair lâche, je sais plus, 10 tonnes ou 12 tonnes d'eau, et que vous n'êtes pas attaché, que vous n'êtes pas assis, vous avez l'impression que vous avez transpercé le plafond, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe un truc incroyable, c'est-à-dire que ça part d'un coup.
Et le lendemain, j'ai eu la chance, je dirais, d'avoir des photos dans l'Huma Dimanche, où il y avait marqué Perrac, si pas presse. Donc j'étais très content. En fait, c'était un peu ma vengeance par rapport à l'époque où je voulais être chez Gamma, quoi. C'était. Et vous avez aussi concrétisé un autre rêve. Vous avez commencé à écrire des romans. J'ai commencé à écrire des romans. Le premier roman, je l'ai écrit quand j'étais en vacances. Dans la maison que Michel Berger avait louée à Aix-en-Provence pour écrire l'album Cézanne Pain pour France. Et je me mettais dans un coin de cet endroit pour commencer à écrire sur des blocs Rhodia et Michel passait, il me disait mais t'as raison parce que la chanson c'est bien mais écrire un roman c'est on peut vraiment développer les personnages, continuer, etc. C'est vrai que Michel m'a vraiment bien conseillé, quoi. Oui, Michel vous a aussi appris l'élégance. Ah bah, lui plus élégant que Michel, non, je connais pas. C'est-à-dire que je l'ai assez fréquenté, j'ai assez vécu à ses côtés pour voir que tout n'était qu'élégance. C'est-à-dire quelqu'un qui ne parlait que très rarement de lui. Il répondait si on lui posait une question, mais il parlait pas de lui. Et il avait un talent infini comme compositeur, comme auteur. Et il avait une modestie absolue aussi. Je veux dire, c'était la modestie faite homme, quoi. Je veux dire, on peut difficilement imaginer quelqu'un avec un talent pareil et un succès pareil être aussi modeste, quoi. Oui, il était d'une discrétion. Moi, je me souviens, pour l'interviewer, on s'entendait très bien, mais il fallait surtout ne pas parler de lui. Voilà, c'est ça. C'est la quadrature du cercle. Alors, il y a eu aussi un album qui a compté dans votre carrière. Vous avez sacrifié au duo, et il y a un duo qui vous a fait particulièrement plaisir. Allez voir de l'autre côté la lune pour tenter d'y trouver ses plumes perdues au coin d'une impasse. Avec François Morel. Ouais, et puis c'est une chanson écrite par Pascal, par ma femme. Donc le texte est de Pascal et moi j'ai fait la musique. Et François Morel, c'est un mec que j'adore, quoi, parce que lui aussi représente la discrétion, le talent. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Et c'est pour ça que je lui ai demandé d'ailleurs de venir dire des phrases sur mon dernier album, avec d'autres invités. Ça fait partie des gens qui, voilà, dont on parle sans en parler, c'est-à-dire qu'ils sont là et on sait qu'ils marquent les films, ils marquent les téléfilms, ils marquent les pièces de théâtre, ils marquent les concerts par leur présence parce qu'ils ont une présence, ils dégagent des choses, quoi. Et puis il est des chiens quand même, c'est né parce que il a passé son enfance à la campagne, qu'il les a vus en direct, c'est des chiens. Oui, mais c'est quelqu'un qui vient à la limite entre la Bretagne et la Normandie, donc on dirait pas qu'on est confrères, mais en fait on est presque voisins, donc. Et puis un jour, quand on a fait une émission avec Drucker à Caen, je me souviens très bien parce qu'il y a 2 personnes qui sont venues me voir en coulisses. Il y a lui, François Morel, qui m'a dit qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Et puis il y a quelqu'un qui s'appelait Lafesse, qui est venu me voir aussi, voilà, et qui est venu me voir aussi parce qu'il était dans l'émission et il m'a dit exactement la même chose que François Morel. Comme quoi, des fois on se rend pas compte, on est dans sa campagne, on fait des choses et puis on arrive à toucher des gens qu'on admire ou qu'on aime, à qui on le dit pas et qui viennent vous le dire eux. Donc voilà. Et puis il y a une chanson, vous qui ne travaillez jamais sur commande, qui a aussi touché un large public, c'est celle-ci. Vous pouvez tout me faire, m'écarteler la chair et vider de mon sang, m'arracher goutte à goutte. Je n'oublierai jamais, Johnny. Je crois que c'est votre seule chanson sur commande, Nicolas Perrac. François Billon est venu me voir. Pierre Billon. Pierre Billon, pardon. C'est Pierre Billon qui est venu me voir quand j'étais tout seul à Rueil un jour. Et il m'a expliqué le spectacle que préparait Johnny, c'est-à-dire une espèce de Mad Max revisité sur scène. Et il me dit, il y a un moment où sa fiancée se fait violer et tuer. Et lui est évidemment au fond du trou. Et il faut absolument une chanson qui illustre ça. Et donc j'ai regardé Billon et je lui ai dit mais tu crois que je suis capable d'écrire ça? Il me dit mais oui, tu vas voir. Et en fait il avait raison, j'ai écrit ça en 1 heure. Et quand je suis allé au Palais des Sports pour les répétitions
de Johnny, je suis tombé par terre, quoi. C'est-à-dire que Johnny, on peut lui mettre l'annuaire, puisque quand il avait envie d'envoyer l'émotion, il envoyait l'émotion. C'était incroyable. En plus, se dire je suis chanté par Hallyday, c'est comme si on était américain quand on se dit je suis chanté par Presley, quoi. C'est la même chose. Alors, il y a aussi une carrière méconnue que vous avez exercée peu de temps, c'est le comédien. Je crois qu'il y a un film, Le Passage, où vous êtes justement de passage. Je suis de passage, c'est-à-dire que j'ai un rôle avec Jacques Dufilot, avec Pierre Van Eyck, avec Marie-Christine Barrault, et c'est vrai que suite à ce film, Dominique Besnéard m'a fait partie. On m'a amené chez Dominique Besnéard pour faire le casting de 37.2 le matin. Et heureusement qu'ils m'ont pas choisi, parce que ça, la scène d'ouverture avec les fesses à l'air, je pense pas que j'aurais aimé beaucoup. Non, je crois pas. En revanche, on aime beaucoup votre nouvel album et on va en parler dans quelques instants avec la date de sa sortie, le 12 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Perrac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Perrac. On a parlé de votre passé, de vos succès, de toutes vos activités. 12 avril 2024, sortie d'un album qui s'appelle D'ici et d'ailleurs. Et on va expliquer dans quelques instants, après avoir écouté cette chanson, pourquoi le titre n'a pas été choisi au hasard. On est d'ici et d'ailleurs, d'autre part, de partout, même sourire, même douleur. C'est vrai que D'ici et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond. Et puis c'est la suite, ou c'est la réponse au premier album qui s'appelait D'où venez-vous? Oui. Mais j'ai pas fait exprès en plus. Non. C'est-à-dire que D'où venez-vous, 3 petits points, d'ici et d'ailleurs. C'est une chanson qui est le parallèle de Ne me parlez pas de couleur. C'est-à-dire on ne doit pas juger les gens par rapport à leur façon d'être, par rapport à leur couleur, par rapport à leur façon de prier, par rapport à leur façon d'aimer. Je veux dire, on est d'ici et d'ailleurs, on est les mêmes. Voilà, on a une tête, on a un cœur, on a des poumons, on est des gens, quoi. Donc je pense pas qu'il faille faire le distinguo. Bien sûr qu'on a des cultures parfois différentes, mais comme je dis dans la chanson, notre histoire est en nous et l'avenir dans nos cœurs. C'est ça l'important. Alors il se trouve que cette idée ne remonte pas à hier, mais à avant-hier, puisque je crois que vous aviez l'idée de cet album en 1969, Nicolas Perrac. J'ai adoré l'album des Moody Blues où il y avait Nights in White Satin, et qui était un album concept. Et je me disais, c'est vraiment incroyable de faire un album qui ne s'arrête jamais, où les chansons s'enchaînent avec des moments où on parle, avec des instrumentaux, etc. Et donc j'avais ça dans la tête, je l'avais. Et un jour, je reçois un message d'une fille qui s'appelle Chantal et qui me dit: est-ce que ça vous ennuie d'écouter la musique de mon mec? Alors j'ai dit non. Et elle m'envoie 4 albums de Philippe Lefebvre. Donc il y a un musicien qui fait de la musique world, de la musique new age, etc. Et je trouve ça tellement bien. En plus, il habitait Dinan, donc à 60 bornes de chez moi. Je dis, je vais aller le voir et je vais lui dire. Et donc je vais le voir, je lui dis évidemment que j'adore sa musique. Et en sortant de là, je me vois, je rentre dans la voiture et je prends la direction de Saint-Brice de chez moi. Je me dis, mais putain, si je faisais l'album concept que j'ai dans la tête depuis tant d'années avec ce type, quoi. Et donc l'idée est partie de là. Je me suis dit, s'il accepte, j'enquille. Et donc Philippe Lefebvre a accepté sans savoir où je voulais aller, mais comme il aimait bien ce que je faisais, et voilà, il a dit oui. Et après tout s'est enchaîné et tous les gens ont été séduits par l'idée et on avait 0 €, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout fait comme ça à l'envie. Et voilà. Après, je me suis dit, il faut que je m'entoure de gens que j'aime. Donc j'ai pensé à des invités, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes musiciens. Bruno Dupont, le studio du Bras d'Or à Boulogne-sur-Mer, m'a insulté en me disant: si tu finis pas chez moi, je ne te parle plus, etc., etc. Donc ça a été une idée qui a en fait réuni un certain nombre de gens et ça a généré une énergie incroyable sur une année, quoi. Voilà. Alors pour votre culture personnelle, si cet album est né justement en Bretagne, celui des Moody Blues est né à Moucron en Belgique, la ville où Raymond DeVos est né. Je savais pas du tout. C'est là que y a eu l'idée de ce concept d'une journée d'un homme en cette chanson. Ah ouais, mais c'est incroyable. Alors, il se trouve que Philippe Lefebvre, vous le connaissiez. Il faut savoir qu'il a fait des musiques incroyables. Il a fait notamment un
cet album qui s'appelait Voyage intérieur, je crois. Oui, oui. Qui sont des albums de relaxation. Absolument, c'est des albums qui sont destinés aux instituts de relaxation, aux endroits où on fait des massages, etc. Et moi, j'ai eu le coup de foudre. Déjà, quand j'étais à Los Angeles, j'écoutais beaucoup une radio qui s'appelait The Wave et qui était une radio New Age, c'est-à-dire une musique très très relaxante. Et quand j'ai entendu la musique de Philippe Lefebvre, je me suis dit mais c'est ça qu'il faut, quoi. C'est-à-dire, il faut vraiment des choses qui s'enchaînent avec mes chansons. Donc il a repris certains titres de ses albums pour que ça s'enchaîne avec mes 9 nouvelles chansons et 2 anciennes sur le thème de la tolérance et en même temps sur le thème d'une musique qui vient d'ailleurs. Oui, et en même temps, il joue des instruments venus d'ailleurs. Il a une kyrielle d'instruments incroyable. C'est incroyable ce qu'il a chez lui. Quand on rentre chez lui et qu'on voit le nombre de trucs qui sont suspendus au mur, qui commandent, je sais pas où, au fin fond de l'Afghanistan et il les répare et il les recolle et il apprend à jouer comme jouaient les musiciens. C'est un fou, quoi. C'est un bassiste au départ, mais c'est un humaniste. C'est un talent absolu. C'est en même temps lui qui a fait le graphisme de l'album. Donc c'est un multitalent, quoi. Et d'ailleurs, on peut écouter sa musique en particulier dans une mélodie qui s'appelle Rouge. Ça, c'est assez étonnant parce que il n'y a pas de chanson, c'est vous qui avez voulu cette musique. Et ce qui est étonnant dans cet album, c'est qu'il y a rouge, mais il y a aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand je lui ai demandé quels étaient les titres pour pouvoir faire les dépôts et faire les choses, inscrire sur les pochettes, etc., il a dit voilà, ça commence à blanc, bleu, rouge, orange, ça se termine par arc-en-ciel. C'est vraiment voilà. Je trouve ça magnifique parce qu'en plus l'arc-en-ciel, quand on y pense, c'était les étendards et les drapeaux que je voyais à Montréal, là où j'habitais, parce que c'était le quartier gay. Donc c'était vraiment un symbole pour moi. C'était le drapeau de la tolérance, quoi. Donc c'est un hasard, mais c'est vrai que le hasard fait bien les choses. Et l'arc-en-ciel, il y a ce conte qui dit en fait qu'il y aurait un trésor au bout de l'arc-en-ciel, ce qu'on n'a jamais pu vérifier, puisque l'arc-en-ciel est un effet d'optique. Ben oui, c'est vrai. On ne peut pas savoir s'il y a un trésor au bout. Bien sûr que oui. Alors justement, il y a, je crois, 9 nouvelles chansons et 2 anciennes dans cet album. Il y a 2 anciennes. Il y a une chanson qui s'appelle Nos Chamailles, parce que je pense que de toutes mes chansons, c'est ma chanson préférée. Oui. Parce que c'est une chanson très très spéciale. Et ce duo que je fais avec mon musicien Fabrice Gracien est magique. Et puis il y a une autre chanson qui s'appelle Les eaux du Mékong que j'avais envie de mettre aussi parce que je trouvais que elle racontait des choses très importantes par rapport aux gens qui étaient obligés de partir sur les boat people. Donc voilà, elle rentrait en même temps ces 2 chansons rentraient dans le thème de la tolérance et les droits de l'homme, puisque c'est le concept de l'album en fait. Oui, c'est la paix, la tolérance et voilà. Ça vous a toujours touché Oui, mais sur chaque album, c'est-à-dire que je faisais le compte l'autre jour, je me disais je pourrais faire un concert de 2 heures en chantant que des chansons sur les droits de l'homme, quoi. Alors il y a aussi une particularité dans cet album, c'est qu'il y a certaines chansons qui sont parlées, notamment par vous. Il suffirait d'une colombe, d'un peu de tendresse oubliée, d'un retard de quelques secondes dans le cours de l'éternité. Blanc, donc la seconde couleur. Et pourquoi parler les chansons ? C'était pas je voulais pas faire des chansons parlées, je voulais mettre des mots. Je voulais prendre des extraits de textes de certaines de mes chansons qui ont parsemé mon itinéraire et les faire dire par des gens. Donc c'est vrai, ma femme, mes 2 filles, François Berléand, François Morel et Bruno Benabar. Et je leur ai proposé le truc. Je leur ai dit voilà, je vous envoie telle phrase et telle phrase. Vous les enregistrez avec votre iPhone et vous me les envoyez. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et ils m'ont répondu évidemment. Et ils l'ont fait. Et donc je voulais des extraits en fait. Je voulais pas que ça soit considéré comme des chansons. Je voulais que ça soit des mots qui soulignent
à la fois la musique de Philippe Lefebvre et à la fois les chansons qui allaient arriver. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de se déplacer en studio. Le téléphone les rend... Oui. Ils ont tout fait au téléphone. Ils ont tout fait avec leur téléphone. Ils m'ont envoyé 3-4 versions et je choisissais, et je montais, je décalais des choses pour que ça soit comme je voulais. Et ils ont fait ça tout à fait gentiment, gratuitement, sans me poser de questions. Berléand m'a dit mais c'est un honneur, évidemment, je le fais tout de suite. Voilà quoi. C'est fou, hein. Des gens que vous connaissiez depuis longtemps, vous avez choisi particulièrement ? Berléand, je l'ai croisé à une émission d'RTL. J'ai eu envie de lui dire que je l'adorais comme comédien, et lui est venu me dire que il m'aimait beaucoup comme auteur-compositeur. Donc ça a été clair. Et puis François Morel, on a partagé évidemment de l'autre côté de la lune. Donc depuis longtemps on le savait. Benabar, on s'est rencontrés sur l'album de duo aussi où on a chanté On dit ensemble. Depuis on est devenus amis. Donc et puis je voulais qu'il y ait ma famille, qui est mes 2 filles, qui est ma femme, et que ça se termine au studio du Bras d'Or à Boulogne avec mes musiciens, parce que je voulais pas qu'il y ait une seule personne qui faisait partie de mon entourage qui soit pas sur le disque, parce que si jamais c'était le dernier disque, on sait pas, et ben ça se terminerait d'une façon la plus élégante possible. Alors il y a rouge, il y a blanc et il y a bleu justement avec Amanda, l'une de vos filles. À son Dieu qui ne ment pas, elle raconte tout bas la haine. Il répond pas souvent. Il aime que les grands, pas elle. Elle voudrait qu'ils lui disent qu'on ne tue pas par bêtise, pas pour des mots, ni des idées qu'on a, ou des yeux qui ne sont pas couleur de l'eau. Amanda, effectivement, c'est étonnant d'entendre votre fille dire des textes. Bah ouais, je veux dire, il y a mes 2, mais je veux dire, j'ai posé la question à Amanda, elle a répondu oui, et Sarah aussi, Pascal aussi. Je me suis dit voilà, c'est quand même les gens qui me touchent de près. Il faut absolument pas qu'ils soient pas sur l'album. Donc Amanda, elle chante très bien, Sarah chante aussi très bien, mais je voulais qu'elle parle et je voulais avoir leur voix qui disent des choses importantes. Et c'est vrai qu'Amanda dit des choses importantes. Et quand on écoute cet album, Nicolas Perrac, on a l'impression qu'il résume votre chemin d'écriture et votre chemin de musicien. Je comprends, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est si je devais résumer mon parcours, je pense qu'on pourrait le résumer sur cet album-là, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai plus rien à attendre d'un nouvel album. Je veux dire, en fait, j'ai juste envie de me faire plaisir, quoi. J'avais envie d'aller au bout d'une envie avec Philippe, avec mes musiciens, avec les invités, sans penser que est-ce que ça va marcher, pas marcher, etc., etc. Et je voulais mettre là-dedans tout ce qui a parsemé mon itinéraire, à savoir les choses qui ont vraiment compté pour moi. Et c'est vrai que les choses qui ont compté pour moi, c'est avant tout, encore une fois, le droit à la différence, quoi. Voilà. Et puis il y a des chansons étonnantes comme celle-ci. Sont en cage et les ministres intègres balancent leurs privilèges au fond des oubliettes. On les voit. Métro Goldwyn Mayer, encore un jeu de mots qui vous est cher. C'est que le lion de la métro de Goldwyn Mayer, en fait, c'était la mascotte du club omnisport de l'université Columbia au départ, quand ça a été créé. Je savais pas. Voilà. Et donc pourquoi cette chanson ? Parce que je trouvais que c'était une bonne façon de montrer que les gens étaient des faux culs et que on croyait à des histoires alors que derrière c'était exactement le contraire, quoi. Donc voilà, c'est une chanson qui dit faites-moi rêver encore, quoi. Faites-moi rêver. Moi je crois au bonheur, je crois aux belles choses et encore plus de Metro Goldwyn Mayer, quoi. Alors il y a aussi une chanson dans cet album qui vraiment résume votre parcours, c'est Tu leur diras. Tu leur diras que je chantais. Tu leur diras que je dansais. En ce temps-là, j'aimais la vie,
C'est une chanson presque hommage, c'est presque un testament cette chanson, non, Nicolas Perrac? Non, c'est une chanson que j'ai écrite il y a 3 ou 4 ans en pensant à une petite fille de n'importe quel pays en guerre. Donc c'est vrai que l'autre jour on m'a posé la question en me disant est-ce que c'est une chanson écrite pour une petite fille palestinienne? J'ai dit on peut avoir l'impression mais non, elle a été écrite il y a 3-4 ans et voilà, c'est... Encore une fois, c'est une chanson sur une enfant qui comprend pas. C'est la même chose que quand Berléand dit et tu vois et tu sais nos enfants avalent quand ils jouent la même poussière et ils se foutent pas mal de tout ce qui nous fait faire la guerre. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui comprend pas. Qu'on lui a promis des choses, on lui a promis des événements, on lui a promis la paix et depuis qu'elle a 12 ans et depuis 12 ans, elle ne voit que ça, quoi. Il se trouve que ce sont vos 50 ans de carrière. Est-ce qu'au début, vous pensiez que ça durerait 50 ans, Nicolas Perrac? Vous savez, je pense pas, moi. Moi, je vis au jour le jour. Donc, je suis le premier étonné que ça ait duré aussi longtemps. Et en même temps, c'est pas une carrière, franchement. Non, c'est un itinéraire, mais c'est un parcours. Mais c'est pas. Je suis pas carriériste dans la mesure où, pour moi, carrière, ça veut dire on prévoit, on calcule, on dit qu'on va faire à tel moment tel truc, telle autre chose. Non, j'ai toujours été fidèle à mes envies, à mes idées. J'ai pas eu envie de dévier, j'ai pas cédé aux appels des sirènes. Voilà, c'est. Écoutez, c'est un parcours, mais un itinéraire aussi, et continuez ainsi parce que je suis sûr que vous avez encore des centaines de chansons en réserve. En attendant, il y a cet album d'ici et d'ailleurs, il y aura peut-être une tournée derrière, non? Oui, il y a des concerts. Je suis au Francophonie de La Rochelle le 14 juillet. Et puis à partir du mois de septembre, il va y avoir d'autres concerts. Il va y avoir une tournée, mais alors avec les musiciens, ça va être au lieu de s'appeler les acoustiques improvisés, ça va être les acoustiques apprivoisés. C'est-à-dire que ça va être la même chose en acoustique, sauf que je vais rajouter mes musiciens derrière et ils auront le droit, selon ce qui leur passe par la tête, d'improviser. Voilà. Et nous, on a le droit et même le devoir d'écouter ce nouvel album d'ici et d'ailleurs. Merci Nicolas Perrac. Merci Jacques. Continuez ainsi votre parcours et votre itinéraire. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.